propose qu'on débute de notre réunion de ce jour avec l'audition de Madame Laurence Boone, secrétaire d'État en charge des Affaires européennes. Madame la ministre, chère Laurence, bienvenue. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour que vous puissiez nous rendre compte du dernier Conseil européen des 14 et 15 décembre dernier. Je voudrais auparavant saluer parmi nous une délégation de fonctionnaires parlementaires ukrainiens qui se trouvent dans les cabines pour des soucis d'interprétation et qui sont présents ici aujourd'hui à Paris dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre l'Assemblée nationale et l'Assemblée ukrainienne, la Rada. Voilà, bienvenue à vous, et donc ils vont suivre nos échanges aujourd'hui. Le dernier sommet, d'ailleurs, de la semaine passée, est directement lié à la situation ukrainienne. Et en approuvant l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, les chefs d'État et de gouvernement ont pris une décision extrêmement importante, peut-être vraisemblablement l'une des plus importantes de ces dernières décennies, et vous serez évidemment amené à nous le dire aujourd'hui. C'est un message clair qui est envoyé à plus d'un titre, d'abord à l'attention de nos amis ukrainiens qui se battent avec beaucoup de courage, de détermination, de volonté pour recouvrir leur liberté, leur indépendance et leur souveraineté, et puis à l'encontre aussi et à l'égard de la Russie, qui mène une guerre injuste et brutale. Et par cette volonté d'ouverture vers l'Ukraine et la Moldavie, nous disons très clairement à Vladimir Poutine que nous n'abandonnons pas ces pays et que nous serons durablement à leur côté et que, au fond, nous lions nos destins les uns aux autres pour les décennies à venir. Et je crois que ce message politique est extrêmement important. Nous ne céderons rien ni de nos valeurs, ni de notre territoire européen. Et ce message très clair était attendu dans un moment où, compte tenu de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde, notamment je pense au conflit au Proche-Orient, eh bien l'actualité du conflit ukrainien qui perdure et qui n'a jamais été aussi intense, notamment sur la ligne de front, était passée un peu au second plan. Et je pense que la décision qui a été prise la semaine passée permet de prendre conscience que cette guerre se poursuit, que nous devons être durablement aux côtés des Ukrainiens jusqu'à la victoire et jusqu'à la paix dans les conditions qu'auront choisies les Ukrainiens et leurs dirigeants. Dans ce contexte, il faut évidemment regretter qu'en raison de l'opposition de la Hongrie, dirigée par Viktor Orban, le Conseil européen n'ait pas été en mesure d'approuver l'octroi à ce pays d'une aide de 50 milliards d'euros sur la période 2024-2027. Et si le blocage persistait, certaines sources évoquent la possibilité que cette aide soit octroyée dans un cadre A26, avec une reprise de la garantie revenant à la Hongrie ou par la mise en place de prêts bilatéraux. Nous serions évidemment intéressés de pouvoir vous entendre sur ce sujet. Un sujet annexe qui n'est pas lié au dernier Conseil européen immédiatement, mais qui est l'actualité de ce jour, puisqu'un accord a été trouvé sur le pacte asile et immigration. Je pense que ce serait important que vous puissiez aussi nous en dire éventuellement un mot dans les questions ou les réponses ou lorsque vous le souhaitez. C'est une décision importante puisque ce pacte est maintenant négocié depuis de nombreuses années à Bruxelles entre les différents pays européens, entre le Parlement européen et les différentes institutions européennes. Et l'accord permet d'apporter une réponse efficace dans la gestion des phénomènes migratoires, la maîtrise des flux, la protection des frontières extérieures, le renforcement de la solidarité entre les États membres et évidemment un meilleur accueil des demandeurs d'asile et des mesures plus efficaces dans l'éloignement de celles et ceux qui n'ont pas leur place sur le continent européen. Et moi, j'ai la conviction fermement ancrée que le niveau européen est le meilleur niveau pour régler efficacement les sujets migratoires avec humanité et fermeté. Et donc moi, je me réjouis de la décision qui a été prise et adoptée hier, cette nuit, plutôt entre tôt ce matin, entre les différentes institutions. Donc merci, voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Merci pour votre présence et je vous cède immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Pierre-Alexandre. Mesdames et messieurs les députés, et je salue à mon tour les fonctionnaires ukrainiens qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, c'est évidemment un plaisir et un honneur de vous présenter les principaux sujets qui ont été traités lors du Conseil européen des 14 et 15 décembre. Et vous saviez que nous avions placé beaucoup d'attentes dans ce Conseil européen. Et je crois qu'on peut dire que l'Union européenne a été au rendez-vous.
Les sujets prioritaires qui ont été traités sont, comme vient de le dire le président, le soutien à l'Ukraine et bien sûr la question de l'élargissement de l'Union européenne, la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, le conflit qui est toujours en cours au Proche-Orient, les questions de sécurité et de défense européenne. Et puis les chefs d'État et de gouvernement ont eu une discussion stratégique sur les migrations. Et puis ils ont eu des échanges sur le suivi de la COP28 et enfin de la lutte contre les discours de haine. Voilà, donc quelques détails sur chacun de ces points, en commençant par les décisions que, comme vous le disiez, Monsieur le Président, d'importance en matière d'élargissement. Et je crois qu'on peut dire que les États membres ont été fondamentalement alignés, puisqu'ils ont décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion à l'Ukraine et à la Moldavie. Et vous savez que la Hongrie a fait le choix de ne pas participer à la décision sur l'Ukraine et donc de préserver l'unité des Européens. La décision d'ouvrir les négociations d'adhésion était aussi, et je crois que c'est également important, un message politique très fort envoyé à Moscou. À la fois parce que ça représente la vision géostratégique de l'élargissement de l'Union européenne, et puis dans la lignée de ce que le président de la République avait rappelé à Bratislava fin mai dans son discours à Globsec. C'est évidemment aussi un message d'espoir à un moment très décisif et très attendu par les autorités et le peuple ukrainien, alors qu'il continue de lutter au quotidien contre la guerre d'agression russe. Et c'est aussi la réaffirmation du soutien sans faille que l'Union européenne apporte à l'Ukraine depuis le début de la guerre, dans tous les domaines et dans la durée. Et je crois qu'il est essentiel de souligner les messages qui ont été adressés par le Conseil européen à l'Ukraine, à la fois sur la question des besoins militaires, sur les engagements européens de sécurité ou encore sur les travaux en cours sur les avoirs gelés. Et des engagements qui s'inscrivent bien sûr en complément de ceux qui sont déjà discutés avec l'Ukraine au plan bilatéral par les États membres. Alors, il n'y a pas eu que l'Ukraine, même si c'était essentiel, puisque le Conseil européen a aussi décidé d'octroyer le statut de pays candidat à la Géorgie, sous réserve qu'elle mette en œuvre les réformes nécessaires en matière d'état de droit. Et nous avons aussi envoyé un signal très clair à la Bosnie-Herzégovine pour lesquelles les négociations d'adhésion seront ouvertes lorsque les réformes nécessaires auront été mises en œuvre. Et puis, dans le même temps, et vous savez à quel point c'était important pour nous, on en a déjà discuté ici, il a toujours été très clair pour nous qu'une réforme de l'Union européenne devrait accompagner l'élargissement. Et cette réforme, elle vise d'abord à adapter nos politiques communes, à en revoir les priorités, le financement, mais aussi à assurer le fonctionnement efficace des institutions européennes. Et donc le Conseil européen a demandé à la présidence belge du Conseil de travailler à l'adoption d'une feuille de route sur la réforme de l'Union européenne d'ici à l'été 2024. Et cet équilibre qu'on a trouvé à Grenade entre l'élargissement et la réforme de l'Union se reflètera aussi dans la préparation du prochain agenda stratégique pour 2024-2029. Le Conseil européen s'est donc mis d'accord pour adopter cet agenda stratégique d'ici à l'été prochain. Et il s'inscrit dans la lignée de toutes les décisions qui ont été prises depuis 2019, le plan de relance européen, la mutualisation des achats de vaccins, le financement par l'Union européenne d'armes pour soutenir l'Ukraine et également la nécessité pour l'Europe de devenir plus souveraine. Voilà, et donc l'idée, c'est de travailler à poursuivre et amplifier ces priorités pour les 5 prochaines années. Et je crois que ces objectifs politiques sont certes ambitieux, mais ils sont partagés et ils seront le ciment de l'unité des Européens à un moment où il nous faut absolument nous renforcer. À cet égard, d'ailleurs, permettez-moi de saluer Monsieur le Président et Madame la députée Lernos, votre proposition de résolution sur les suites de la conférence pour l'avenir de l'Europe,
qui a été définitivement adopté par la représentation nationale le mois dernier. Vous avez effectué un travail très riche avec beaucoup de propositions, notamment sur l'élargissement et les grandes réformes institutionnelles. Et bien évidemment, ces travaux servent à enrichir la réflexion au niveau européen. Et je crois que nous convergeons sur les objectifs, notamment bâtir une Europe plus souveraine, mais aussi plus agile et plus proche de ses concitoyens. Alors, ensuite, je vais passer à la révision du cadre financier pluriannuel. Donc là, le travail technique s'est beaucoup accéléré les dernières semaines et le président du Conseil européen a présenté jusqu'à la veille du Conseil européen de nouvelles propositions budgétaires. Vous savez que ce cadre a été gelé lors du Conseil européen. Pourquoi est-ce que les négociations sont difficiles ? Parce que nous cherchons à trouver le bon équilibre entre limiter la facture pour les États membres tout en assurant la pérennité du financement des priorités essentielles. Et on pense bien évidemment au soutien à l'Ukraine à travers la facilité, mais aussi à la souveraineté technologique ou encore à la gestion efficace et équilibrée des migrations. Et je crois qu'il est juste de dire que sur l'ensemble de ces sujets, les positions de tous les États membres se sont rapprochées. Les États membres sont désormais d'accord sur la nécessité de cette révision, sur ses composantes, et nous sommes très proches d'un accord, ce qui explique la convocation d'un Conseil européen extraordinaire début 2024, le 1er février, pour finaliser la révision du cadre financier pluriannuel. Et je suis persuadée que nous pouvons faire mieux qu'en juillet 2020, où ce conseil avait duré 4 jours avant de conclure sur le CFP, mais nous le referons s'il en est besoin. Alors, avec évidemment l'élargissement et le cadre budgétaire, vient la nécessité de renforcer notre souveraineté en matière de défense. Vous savez que donner à l'Union une ambition géopolitique passe évidemment par une ambition économique et donc par un effort industriel pour renforcer nos capacités de production et de renforcer notre maîtrise des technologies de défense. C'est bien évidemment nécessaire pour assurer la résilience des chaînes d'approvisionnement de nos armées. Il s'agit aussi de poursuivre la construction en Europe de la profondeur stratégique dont l'Ukraine a besoin pour tenir dans la durée. Et à cette fin, le Conseil européen a permis d'appeler l'Union européenne à se doter d'une stratégie sur l'industrie de défense dans laquelle s'inscrira un instrument de long terme visant à favoriser les investissements et les acquisitions conjointes que l'on appelle EDIP. Et en février, la Commission présentera une stratégie de défense. Le Conseil européen a aussi réaffirmé sa volonté d'aboutir rapidement sur la réforme de l'asile et des migrations. Et vous l'avez vu, un accord, Pierre-Alexandre Anglade le soulignait, a été trouvé ce matin entre le Conseil et le Parlement européen sur l'ensemble des textes du pacte asile et migration. Je veux saluer ici Fabienne Keller pour ses efforts. C'est une grande avancée pour la France. Et vous savez que le président de la République s'est beaucoup battu pour cela, non seulement pendant la présidence française de l'Union européenne, mais également ces derniers mois. Je crois qu'on peut dire que cet accord démontre la capacité des Européens à trouver des solutions qui préservent nos valeurs communes et les intérêts de chacun. Et il va également permettre de préserver ce qui est une des plus grandes réussites de l'Union européenne, qui est la liberté de circulation de tous les citoyens européens au sein de l'Union européenne. Donc, comme le disait le président, il nous permet de nous doter d'une nouvelle politique d'asile et migration qui est à la fois plus juste et plus humaine et qui renforce nos frontières extérieures pour mieux maîtriser les flux d'immigration et permettre de protéger nos citoyens. Il y a également un volant important de solidarité, vous l'avez souligné, entre les États membres afin de partager équitablement l'effort. Et je crois aussi à un vrai élément de dignité dans l'accueil des demandeurs d'asile et notamment des mineurs. Les demandes des demandeurs d'asile seront traitées avec plus d'efficacité. Le retour des personnes non éligibles à l'asile sera facilité. Et donc, responsabilité, humanité et solidarité, je crois, sont les 3 mots qui caractérisent cet accord. En parallèle, nous allons évidemment continuer de travailler au renforcement de nos liens avec les pays tiers. Les chefs d'État et de gouvernement l'ont rappelé, cette coopération se veut mutuellement bénéfique.
tenant compte des intérêts de chaque partie et dans le plein respect de nos obligations internationales comme européennes. Il y a évidemment une discussion sur le Proche-Orient. Vous savez que les États membres ont des positions qui peuvent être différentes sur le sujet, mais en revanche, sur les objectifs, tout le monde est unanime et les objectifs sont clairs. C'est la sécurité d'Israël, la paix et la sécurité de la région, la résolution de la crise humanitaire à Gaza et la défense du droit international humanitaire. La France a aussi rappelé la priorité accordée à la libération inconditionnelle des otages détenus par le Hamas. Et nous mettrons tout en œuvre pour les faire libérer. Et je voudrais ici répéter nos condoléances à la famille d'Elia Toledano, l'un de nos otages qui a été retrouvé décédé vendredi dernier. Et je crois qu'on peut dire qu'au plan humanitaire, il y a une plus grande convergence des États membres, et notamment en faveur d'une trêve qui doit conduire à un cessez-le-feu, puisque les chefs d'État et de gouvernement ont convenu de poursuivre et renforcer la coordination des différentes initiatives humanitaires. Sur le volet sécuritaire, le président de la République a proposé une coordination renforcée des dispositifs pour la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz et en mer Rouge. Vous savez que l'Union européenne y a déjà une présence et certains de ses États membres avec les dispositifs Atalante et Agenor. Et nous croyons que l'Union européenne peut jouer un rôle important dans la lutte contre le terrorisme et les actions déstabilisatrices qui ont lieu dans cette région. Et puis bien sûr, il y a un angle politique avec la volonté partagée par tous d'avancer sur la solution des deux États qui a été également réaffirmée. Et là, je voudrais souligner que la ministre Catherine Colonna s'est rendue en Israël et dans les territoires palestiniens le dimanche 17 décembre, où elle a pu rappeler ses grands principes, et à Beyrouth le 18 décembre, où elle a évidemment insisté sur la nécessité d'éviter un embrasement régional et appelé à mettre fin à la vacance présidentielle. Le président de la République, quant à lui, se rendra prochainement dans la région pour être aux côtés de nos forces qui y sont déployées depuis plusieurs années. Une pensée aussi ici pour notre collègue du Consulat général de France qui est mort à la suite de ses blessures lors d'un bombardement israélien à Rafah. La France a bien évidemment condamné ce bombardement et exigé la lumière par les autorités israéliennes sur les circonstances de ce bombardement. Enfin, et ce sera le dernier point, la COP28, où je crois qu'on peut se féliciter de l'obtention d'un compromis Made in Europe en bon français, comme l'ont salué les représentants de l'Union européenne, donc avec l'objectif d'une transition juste, équitable, ordonnée à 1,5 degré. Cette COP a permis d'adopter des objectifs pour tripler la production des énergies renouvelables d'ici 2030 et enclencher un mouvement global de transition hors des énergies fossiles. C'est historique. Et là, l'Union européenne s'est, je crois, distinguée par sa volonté de porter un programme très ambitieux, notamment son engagement auprès des pays les plus vulnérables au changement climatique pour trouver des solutions d'atténuation, d'adaptation et bien sûr de financement. Et voici, en quelques mots, les principaux résultats à retenir du Conseil européen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir rendu compte dans le détail, avec précision, des conclusions du dernier Conseil européen. Et j'en viens maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Madame Constance Le Grip pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, à mon tour de souligner au nom des députés du groupe Renaissance l'importance des décisions prises par le dernier Conseil européen en matière d'élargissement. Le signal politique, géopolitique, géostratégique envoyé par les décisions prises en matière d'élargissement, commencer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et avec la Moldavie, accorder le statut de pays candidat à la Géorgie sous réserve de la mise en œuvre des recommandations faites il y a quelques semaines par la Commission européenne, sont des décisions extrêmement importantes et envoient vraiment le signal que l'élargissement est la seule perspective géopolitique, géostratégique crédible, sérieuse, valable à l'échelle de notre continent pour assurer la stabilité, la sécurité et la paix. Et à l'heure où la guerre d'agression menée par le régime du Kremlin contre l'Ukraine se poursuit, et alors que s'ouvre un hiver très difficile pour nos amis ukrainiens, il faut le souligner. Alors bien sûr, la concrétisation et de l'aide financière et de l'aide militaire et sa poursuite
par, je dirais, les puissances occidentales, à commencer par les pays de l'Union européenne, reste le défi, mais nous sommes tout à fait déterminés à poursuivre dans cette direction. Nous sommes parfaitement conscients également, je tiens à le dire, et je tiens à le dire à tous celles et ceux qui s'intéressent à nos débats cet après-midi, que le processus de négociation et le processus d'adhésion vont être des processus extrêmement longs, laborieux, qu'il y a des efforts considérables qui auront à être menés par les pays candidats, bien évidemment, notamment sur le chemin de la consolidation de l'état de droit, on va dire cela ainsi, mais que nous aurons, nous aussi, des réformes à mener parallèlement, bien sûr, sur notre gouvernance, nos processus décisionnels, nos priorités politiques, nos choix budgétaires, la redéfinition peut-être de certaines politiques essentielles, comme la politique régionale ou la politique agricole commune, et que ce travail-là, nous avons à le mener également, je dirais, en responsabilité, avant que de parachever le processus d'élargissement. Nous en sommes parfaitement conscients. Vous avez déjà parlé, parce que je voulais également le souligner et m'en réjouir, de l'accord conclu ce matin tôt sur le pacte asile et migration. C'est très important, et puis ça met bien, je dirais, en regard ce que nous faisons sur le plan législatif franco-français et ce qui est fait de manière concertée au plan européen, et tout cela est parfaitement, je dirais, cohérent et concerté. Je voudrais juste terminer par une petite question sur un sujet. Alors ça sort un tout petit peu, pardonnez-moi Madame la Ministre, mais je profite de votre présence, du champ du dernier Conseil européen, mais que pouvez-vous nous dire exactement de la position française sur le règlement sur l'intelligence artificielle? Parce qu'il y a eu un accord politique, les trilogues ont été concluants, mais il semblerait quand même qu'il y ait encore des ajustements à attendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Thibault François pour le groupe Rassemblement National et pour 3 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues. Lors du Conseil européen qui a eu lieu le 14 et 15 décembre dernier, les dirigeants des États membres ont pu aborder le sujet de l'élargissement de l'Union européenne, qui concerne désormais de plus en plus d'États, et maintenant l'Ukraine et la Moldavie, mais également d'autres pays des Balkans occidentaux, tels que la Bosnie et en plus la Géorgie. Selon une étude européenne dévoilée en octobre 2023, l'adhésion de l'Ukraine lui ferait bénéficier d'un montant de plus de 186 milliards d'euros sur 7 ans. C'est un montant qui est considérable et qui augmenterait de fait la contribution des autres États déjà membres de l'Union européenne, dont la France, qui, je le rappelle, est contributrice nette au budget de l'Union européenne et, in fine, les contribuables français. Alors que plusieurs classements internationaux classent l'Ukraine comme étant l'un des pays les plus corrompus au monde, une adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne ouvrirait la porte à quelques formes potentielles de malversation, à l'image de nombreux scandales de corruption qui touchent l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. L'élargissement de l'Union à certains pays des Balkans occidentaux, comme la Bosnie, ouvrirait également la porte à différents trafics qui touchent malheureusement très lourdement et gravement ces pays. En effet, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur français, les Balkans continuent d'être la principale filière de trafic d'armes vers la France, ce qui posera évidemment un réel problème pour la sécurité de nos compatriotes en cas d'adhésion de ces pays à l'Union européenne. Ma question est la suivante, Madame la Secrétaire d'État. Comment justifiez-vous auprès des autres pays des Balkans l'accélération de l'avancement de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, alors que d'autres pays tels que la Macédoine sont candidats depuis près de 24 ans pour devenir membres de l'Union européenne? Et pouvez-vous, s'il vous plaît, nous détailler le calendrier attendu pour une adhésion effective de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Obono pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous interroger sur les éléments que vous avez abordés tout à l'heure concernant la situation et le positionnement du Conseil sur la situation en Israël et en Palestine, en particulier sur la situation en Cisjordanie. Dimanche dernier, le ministère palestinien de la Santé indiquait que 505 Palestiniens, dont 100 enfants, auraient été tués depuis le début de l'année 2023. Et en particulier, les attaques de colons israéliens se sont multipliées depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. L'Union européenne a indiqué envisager imposer un certain nombre de sanctions contre les colons coupables de violences en Cisjordanie en se basant sur le régime mondial de sanctions de l'Union en matière de droits humains. Ces mesures pourraient prendre la forme d'une interdiction de visa et d'un contrôle plus strict des produits issus des colonies. La présidente de la Commission elle-même avait déclaré être en faveur de ces sanctions. Je rappelle également que l'engagement de l'Europe et de l'Union européenne
sur ce sujet date de plusieurs décennies. En 1973, par exemple, à l'occasion du sommet de Copenhague, elle avait approuvé la résolution sur la nécessité du retrait d'Israël des territoires occupés, le respect de la souveraineté des États dans des frontières sûres. En 1980, elle s'était accordée à nouveau sur le principe du droit des Palestiniens à l'autodétermination. Elle a joué aussi un rôle au moment de la fin de l'intifada, et notamment avec la question des accords commerciaux, et qui nous semble être un levier important. Je voulais donc vous interroger pour savoir comment ces éléments ont évolué ou pas sur le type de mesures que prendrait l'Union européenne ensemble, ou un certain nombre d'États, peut-être de manière coordonnée, si l'ensemble des États de l'Union ne seraient pas investis dans ces démarches pour permettre que cessent les attaques contre les civils palestiniens en Cisjordanie. Merci beaucoup. La parole est à Sabine Tillier pour le groupe démocrate et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos propos liminaires. Vous avez bien souligné que le Conseil a réaffirmé le soutien financier et militaire à l'Ukraine, mais néanmoins, on voit quand même que des doutes commencent à émerger. Il n'y a pas que la Hongrie, il y a aussi la Slovaquie et peut-être aussi dans d'autres pays où les extrêmes commence à émerger, qu'on met un peu en cause ce soutien. Et peut-être plus préoccupant aussi, j'ai vu que la présidente de la commission de défense du Bundestag a très récemment fait une déclaration en considérant que l'aide financière de la France vers l'Ukraine serait dérisoire par rapport aux dépenses consenties par l'Allemagne. Donc il y a quand même un peu des dissensions sûrement aussi au niveau du Conseil, comment vous appréciez cette situation. Et de là, juste peut-être un mot aussi sur la défense européenne. Le Conseil a aussi appelé le haut représentant, la Commission et l'Agence européenne de défense à mettre en place une BITD européen qu'on peut appeler de ses voeux, surtout quand on voit qu'on a 20 modèles de chars différents, 17 modèles d'avions, etc., où les Américains ont très peu. Ça pourrait engendrer une économie entre 24,5 milliards d'euros et 75 milliards d'euros si on se mettait ensemble. Et il reste néanmoins, nos industries sont aussi en concurrence et les outils qu'on met en place restent relativement faibles par rapport aux besoins. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Félicie Gérard pour le groupe Horizon et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les 14 et 15 décembre, le Conseil européen a adopté de nouvelles conclusions suite au contexte géopolitique tendu de ces dernières années, mois et semaines. L'ouverture de négociations pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne envoie un signal fort à la Russie. Réaffirmer l'appartenance de l'Ukraine à la famille de l'Union européenne était un des objectifs de ce Conseil. À ce titre, je voudrais revenir en particulier sur les aides militaires et financières que l'Union octroie à l'Ukraine. Si le sujet était peu traité dans les médias, nous savons que la dernière offensive ukrainienne fut un échec et que le nombre de soldats tués continue d'augmenter. Or, nous savons aussi qu'historiquement, les Russes ont toujours profité des périodes hivernales pour renforcer leurs attaques et asseoir davantage leur position. Madame la ministre, mes questions sont donc les suivantes. Le volume d'aide prévu par l'Union pour l'Ukraine est-il adapté à la potentielle intensification du conflit durant la période hivernale ? Et enfin, le Conseil a confirmé la nécessité pour l'Union de renforcer sa propre défense. De ce fait, les investissements consacrés au renforcement de l'autonomie d'action de l'Union en matière de défense sont-ils équilibrés par rapport au soutien qu'il est nécessaire de continuer d'apporter à l'Ukraine ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est au président Chassaigne pour le groupe GDR et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Nous avons noté l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Nous en avons pris acte et avec le constat que le Conseil se déclare suffisamment satisfait des progrès qui ont été réalisés depuis le printemps 2022 quand l'Ukraine et la Moldavie d'ailleurs ont été déclarés comme pays candidats. Donc en 18 mois,
et en plein conflit, semble-t-il, il y a eu des progrès extrêmement importants qui font qu'en 18 mois, on passe de candidat à un adhérent potentiel. Alors là, ma question, quels sont ces progrès qui ont pu être faits, notamment en temps de guerre? Est-ce que, par exemple, ça concerne les normes agricoles qu'on appelle les clauses miroirs, qu'on a du mal à faire respecter par des pays tiers? Est-ce que l'Ukraine a évolué par rapport à ces normes phytosanitaires, au regard en particulier d'une agriculture qui est extrêmement intensive, qui est extrêmement productiviste? Donc on peut se poser cette question-là. Ou est-ce que, par exemple, concernant les différences de niveau de salaire, il y a des négociations qui ont pu commencer? Parce qu'on se doute bien qu'il y a un risque terrible de délocalisation industrielle. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les camionneurs polonais manifestent et bloquent des points de passage à la frontière pour lutter contre la facilitation d'Ukrainiens travaillant dans l'Union européenne. Voilà, c'est les questions que je pose là-dessus. Parce que j'étais un peu surpris par le délai de 18 mois et cette rapidité donc à considérer qu'il y avait eu des progrès. Ça veut donc dire que le processus sera suffisamment long après pour concrétiser sans doute les progrès qui pourront encore être faits. La deuxième chose, je voulais revenir sur le Moyen-Orient. Je veux revenir sur le Moyen-Orient. Il y a notamment deux affirmations qui ont été faites. C'est celle d'unité de principe autour du droit d'Israël à se défendre, tout en étant attaché au respect du droit international. Est-ce qu'on peut considérer que donc les voix françaises, notamment à l'Assemblée nationale, qui avaient considéré que le soutien à Israël devait être un soutien sans condition, est-ce qu'on considère toujours que la France ne met pas de conditions au soutien? C'est-à-dire notamment le fait, ce qui se passe sur la bande de Gaza, en termes de massacre d'une population. Qu'en est-il par rapport à la position française là-dessus, qu'on peut trouver assez timide d'ailleurs dans les réponses que l'on peut avoir, notamment pendant les questions au gouvernement. Et enfin, deuxième chose, la solution à deux États est, semble-t-il, reconnu par tout le monde, puisque chacun considère au niveau de l'Union européenne que la résolution du conflit israélo-palestinien doit se faire avec deux États. Mais dans ce cas-là, pourquoi la France? Pourquoi la France ne reconnaît pas l'État de Palestine? Pourquoi il n'y a pas une volonté de reconnaître l'État de Palestine pour qu'on puisse aller vers une solution à deux États? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos questions. Madame Le Grip, alors sur le règlement sur l'intelligence artificielle, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver le bon équilibre entre régulation et innovation. Donc l'idée, c'est de réguler les usages, mais pas forcément de réguler les technologies. En gros, notre objectif, c'est d'avoir le cadre réglementaire qui va nous permettre de ne pas reproduire ce qui a été fait avec les GAFAM, où on a 4 entreprises américaines qui dominent totalement le marché. Là, on veut laisser des entreprises européennes se développer en Europe, conforme à nos valeurs, à notre mode de vie et à notre état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on pousse un petit peu la Commission pour aller plus loin que ce qu'on a pour le moment. Monsieur le député François, les travaux et les chiffres que vous avez cités, je crois qu'on peut dire qu'ils sont hors sol et n'ont été validés par aucun pays, ni par la Commission, ni par aucune institution européenne. Et en plus, ils sont d'autant plus hors sol que, comme vous le savez, nous allons devoir réformer nos politiques européennes et donc les budgets qui vont avec et donc la gouvernance qui va derrière. Ce qui va prendre, et vous le disiez vous-même, pas mal de temps. Les pays ne rentreront dans l'Union européenne que lorsque, ou à condition, qu'ils satisfassent absolument aux règles d'état de droit. Et donc ce que nous leur demandons, et je reviendrai là-dessus pour M. Chassaigne, c'est de mettre leurs institutions aux normes et aux standards européens en matière d'état de droit, ce qui va aussi effectivement prendre du temps pour que ce soit complet. En ce qui concerne la Macédoine du Nord, la différence est que pendant très longtemps, la Macédoine n'a pas fait beaucoup de progrès. Sous l'impulsion de la France pendant la présidence française de l'Union européenne, il y a eu un accord entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie pour avancer dans le processus, accord qui est conditionné à l'adoption de certaines modifications de la constitution de Macédoine du Nord, sur laquelle la Macédoine du Nord s'est mis d'accord avec la Bulgarie, et ils n'ont toujours pas ratifié ces changements de constitution, donc effectivement, pour l'instant, ils ne peuvent pas avancer. Mais nous avons bon espoir qu'ils arrivent à le faire assez rapidement. Madame la députée Obono, en ce qui concerne
la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem, nous le disons très clairement, cette politique est illégale en droit international. Elle sape tous les efforts qui visent à une paix juste et durable et elle menace la solution des deux États. Et c'est pourquoi la France condamne très régulièrement les annonces israéliennes qui sont liées à la colonisation. Ce que nous faisons d'abord, c'est des mesures concrètes qui ont été prises au niveau européen pour différencier le territoire de l'État d'Israël, qui est reconnu en droit international, ce sont les frontières de 67, et les territoires palestiniens occupés. En ce qui concerne les produits qui viennent de ces régions, comme vous savez, il y a un droit européen qui demande la transparence sur ces produits et qu'ils soient convenablement, qu'ils informent le consommateur, et notamment, ils ne bénéficient pas des préférences douanières contre d'autres produits. Et enfin, la France a demandé des sanctions sur les colons israéliens violents, enfin, demandé des sanctions européennes. Madame la députée Tillet, je crois qu'on peut dire que le soutien à l'Ukraine est la priorité de tous les membres de l'Union européenne, hormis peut-être la Hongrie, qui effectivement s'est abstenue en matière d'élargissement, et la République slovaque, que nous n'avons pas beaucoup entendue. Mais je suis sûre que vous serez d'accord avec moi que la concomitance de leurs orientations politiques et peut-être pour certains leurs accointances avec le régime russe ne sont pas totalement étrangers à ces positions. Mais sinon, la priorité pour tous, et cela se reflète dans les discussions sur le cadre financier pluriannuel, et le soutien à l'Ukraine dans la durée. Ensuite, vous m'avez interrogé sur l'aide financière. Nous sommes le deuxième contributeur au budget de la Facilité européenne de paix qui permet de fournir les armements à Kiev. Nous avons contribué à hauteur de 1,2 milliard d'euros, ce qui représente à peu près 18% du budget total de 6,5 milliards d'euros. Et sur les 30 000 soldats ukrainiens qui sont formés par la mission militaire de l'Union européenne, la France en a formé 5 000. Et puis je crois qu'il faut se souvenir que la France a été le moteur dans la création des instruments européens qui permettront de renforcer nos industries de défense et donc de pouvoir aider les Ukrainiens sur la durée. Nous sommes le moteur en matière de demande de préférence européenne, comme vous le savez, et nous mettons beaucoup l'accent sur l'interopérabilité parce qu'effectivement, le sujet que vous avez mentionné mérite des progrès. Madame la députée Gérard, donc sur les aides militaires et financières, je crois que j'ai répondu en partie. Je pense que ce qu'il est important de dire, c'est que nous répondons en tant que de besoins, à la fois en termes de volume, de qualité, de spécificité aux demandes ukrainiennes. Et c'est vraiment des discussions qui vont être au cœur de la stratégie de défense que la Commission va présenter mi-février 2024. Entre l'Ukraine, ce qui peut se passer ailleurs dans le monde et l'évolution peut-être sur le continent américain, je crois que l'ensemble des États membres a conscience qu'il nous faut vraiment changer de vitesse et monter en puissance en matière de défense. Monsieur le Président Chassaigne, les conditions pour ouvrir le processus d'adhésion de négociation à l'adhésion que nous avons demandé collectivement à l'Ukraine et à la Moldavie portent sur l'état de droit. Et ça, c'est une première étape. Et comme vous le savez, il y a l'état de droit, la protection des minorités, en particulier hongroises, sur lesquelles l'Ukraine a vraiment beaucoup bougé, en accord d'ailleurs avec ces minorités. Et ça, c'est une première étape, puisque les deux étapes importantes qui vont suivre seront la définition du cadre de négociation d'adhésion, qui aura lieu plus tard, peut-être au courant premier semestre 24, et ensuite la conférence intergouvernementale pour entériner et lancer officiellement ce qui va se passer. Les questions parfaitement légitimes que vous avez sur la politique agricole, les politiques économiques, sanitaires, sociales, elles seront discutées au moment de la formation du cadre. Donc, pas encore. Là, vraiment, l'accent était sur l'état de droit. Et puis, comme on se l'est dit ici, ça va prendre du temps. C'est une transformation profonde de la société et de l'État ukrainien. Et même si l'Ukraine va très rapidement, comme la Moldavie, après l'adhésion, il y a encore des périodes de transition. Je veux vous rappeler, par exemple, que pour l'Espagne, il y avait une période de transition de 10 ans sur les produits agricoles après l'adhésion
de l'Espagne à l'Union européenne. Ensuite, pour votre question sur Israël, la France a toujours dit qu'Israël avait le droit de se défendre dans le respect du droit international et humanitaire. Et comme je le disais tout à l'heure à la députée Obono, quand il y a par exemple des actions violentes de colons, nous les condamnons. Et pareil ailleurs, et notamment l'accent humanitaire sur Gaza, je crois, et la volonté de coordination aussi des pays de l'Union européenne a été largement impulsée par la France. Et pour le coup, je crois que nous n'avons pas dévié sur ces sujets. Sur la solution à 2 États et la reconnaissance de l'État palestinien, je crois que nous sommes tous d'accord que la solution à 2 États vivant côte à côte et en paix est forcément la seule viable. Et c'est ce que nous avons dit depuis longtemps et avec force, je crois. Et il faut évidemment que nous amenions Israël à comprendre qu'un État palestinien va être un facteur de sécurité pour eux. Et je crois que c'est ce que la ministre Colonna disait dans une interview à la Tribune le 22 octobre. Donc la question de la reconnaissance de l'État palestinien, elle doit être posée. Et bien sûr, nous veillerons, et avec nos partenaires, à ce qu'elle le soit au moment qui sera le plus utile à la relance d'un processus de paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Il me reste 3 questions pour le moment, en commençant par Nicole Lepay pour le groupe Renaissance, c'est pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. La semaine dernière, le Conseil européen a décidé d'engager des négociations d'adhésion avec donc l'Ukraine et la Moldavie. La Géorgie donc obtient quant à elle le statut de candidat. C'est une des décisions historiques pour l'Europe et ces 3 pays, et nous pouvons que nous en féliciter. Cependant, la procédure d'intégration suscite, vous le savez, l'inquiétude de certains secteurs, notamment celui de l'agriculture. Les perspectives d'une forme de dumping social qui laisse entrevoir l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne inquiètent une partie des agriculteurs européens. Alors, les agriculteurs français et polonais, notamment, pour ne citer qu'eux, surveillent de très près la situation, d'autant plus qu'il y a déjà un contentieux entre Varsovie et Kiev concernant les céréales ukrainiennes. Aussi, Madame la Ministre, comment pourrions-nous rassurer nos producteurs pour que l'adhésion de l'Ukraine, considérée comme le grenier à blé de l'Europe, ne déstabilise pas le modèle économique de notre agriculture européenne et, j'ai bien entendu, la nécessaire période de transition. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Grégoire de Fournas pour le groupe Rassemblement National pour 2 minutes. Ça marche. Merci, Monsieur le Président. Dans la continuité de la question qui vient de vous être posée, Madame la Ministre, je voudrais vous interroger sur donc l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, un pays qui pèse l'équivalent du quart de l'agriculture européenne, avec un modèle d'agriculture radicalement différent de l'agriculture française. Un chiffre, Madame la Ministre, la plus grande exploitation ukrainienne fait 700 000 hectares, ce qui évidemment n'a rien à voir avec l'agriculture française. Si l'adhésion de l'Ukraine entraînerait mécaniquement une baisse de 20% des subventions de la PAC pour les agriculteurs à budget constant, elle deviendrait surtout un concurrent impitoyable pour l'agriculture française. Votre collègue ministre de l'Agriculture a tenté plusieurs fois de nous rassurer en nous garantissant une harmonisation des normes ukrainiennes avec les normes européennes. Mais Madame la Ministre, permettez-moi de vous rappeler qu'il n'y a toujours pas au sein du marché commun, au sein de l'Union européenne, une harmonisation des normes environnementales et sociales, puisque l'Union européenne est le premier concurrent de l'agriculture française aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs rappelé dans un rapport qui sortira demain de notre collègue Dominique Potier. Nous sommes évidemment solidaires de l'Ukraine, mais votre responsabilité, Madame la Ministre, c'est de protéger les intérêts de la France. Quelles garanties allez-vous apporter aux agriculteurs? Je ne suis pas dans la même question que Madame Lepay. Il ne s'agit pas de rassurer les agriculteurs, mais plutôt d'apporter des garanties sérieuses que vous ne permettrez pas que le géant ukrainien soit un concurrent impitoyable, encore une fois, pour les agriculteurs français. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Pierre Pont pour le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de votre présence. Permettez-moi de revenir sur l'avis politique que nous avons pris il y a 15 jours ici. Comme vous le savez, suite au passage de la tempête Ciarán à des épisodes pluvieux intenses et continus, la région des Hauts-de-France et tout particulièrement le Pas-de-Calais a subi des inondations exceptionnelles. Plusieurs centaines de communes sont sous les eaux. On compte 200 000 habitations, commerces, bâtiments et entreprises sinistrées et plus de 200 établissements scolaires contraints à la fermeture, des milliers d'hectares de cultures perdues, des milliers de personnes déplacées. Bref, une immense catastrophe qui n'en est pas à son terme puisque la décrue est extrêmement lente avec des terres gorgées d'eau qui n'absorbent plus.
dans ma circonscription du Boulonnais, le tiers des communes a été submergé par la rivière Liane. L'ensemble des dégâts va probablement dépasser le milliard. La région des Hauts-de-France a décidé de prendre en charge les franchises prévues par les contrats des sinistrés et le gouvernement de classer les événements en catastrophe naturelle et en calamité agricole. Tout cela, malheureusement, ne peut suffire à reconstruire en zone inondée routes, ponts, écoles, bâtiments industriels, digues et systèmes de pompage. Madame la ministre, comment pouvons-nous mobiliser collectivement pour activer les mécanismes de solidarité européenne pour venir en aide aux territoires sinistrés et plus particulièrement pour répondre d'urgence à ma demande déjà formulée en faveur des sinistrés des Hauts-de-France? Sur le long terme, nous avons que les crises climatiques, que ce soit les inondations, les sécheresses ou les incendies, vont se multiplier. C'est pourquoi nous avons adopté il y a 2 semaines en commission un avis politique sur la réponse européenne aux crises climatiques. Je souhaite remercier vivement le président Anglade ainsi que tous mes collègues députés qui se sont associés à cette démarche. J'en appelle dans ma communication politique à une réflexion de fond sur la réponse européenne aux crises climatiques. Comment, selon vous, la politique européenne d'adaptation au changement climatique peut-elle prendre en compte la prévention des effets des catastrophes climatiques et comment notamment soutenir nos agriculteurs? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et enfin, la parole est à Charles Sisson-Stuhl pour le groupe Renaissance et pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors moi j'ai 2 sujets que je voulais évoquer avec vous. Le premier c'est plus des remerciements. Vous vous souvenez peut-être que lors de votre première audition devant notre commission, à l'été 2022, je vous avais interrogé sur le sujet osmose. Et donc le sujet, j'avais demandé qu'allait faire le gouvernement français sur ce sujet. Vous m'aviez dit que le gouvernement allait tout faire pour que le dossier osmose aboutisse. Et donc c'est bien le cas, puisqu'il y a quelques jours, la Première ministre avec la présidente du Parlement européen ont inauguré ce qui s'appelle désormais le bâtiment Simone Veil, à côté du bâtiment actuel du Parlement européen à Strasbourg. Et donc c'est un moment important dans la place du Parlement européen à Strasbourg et qui renforce très concrètement le siège strasbourgeois. Et c'est le fruit d'un travail de l'État français au cours des derniers mois et puis plus largement d'un soutien qui n'a jamais souffert d'ambiguïté du président de la République depuis 2017 vis-à-vis de Strasbourg. Donc je voulais vraiment, au nom des Alsaciens, vous remercier. Le deuxième sujet, l'Ukraine. C'est un dossier fondamental pour l'Europe. C'est l'avenir de la sécurité du continent qui est en jeu. Le respect du droit international et la stabilité aussi de nos démocraties, il faut toujours le rappeler. L'Ukraine a besoin de notre soutien financier, militaire pour se défendre, vous l'avez rappelé. Aussi besoin de notre soutien politique. Et c'est le sens de la décision historique du Conseil européen d'avoir ouvert les négociations d'adhésion avec Kiev. Nous le savons, ce processus qui s'ouvre sera long, sera difficile, sera exigeant. Les partenaires ukrainiens sont au courant. Nous l'avons mesuré avec le président Pierre-Henri Dumont et Frédéric Petit lorsque nous étions à Kiev au mois dernier. Nous savons que notamment dans la lutte contre la corruption et l'agriculture, beaucoup d'efforts seront demandés aux Ukrainiens. Mais en tout cas, c'est le sens qui a été donné lors de cette décision du Conseil européen. Et ma question était de savoir comment est-ce que concrètement se passera la discussion des chapitres et selon quel calendrier. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Peut-être je vais faire une réponse collective sur l'Ukraine, si ça convient à tout le monde. D'accord. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous voulons que l'Ukraine, la Moldavie, les Balkans occidentaux, la Géorgie, accroissent et améliorent leurs standards d'état de droit, de lutte contre la corruption, de principes démocratiques, d'indépendance et pluralité de la justice, d'indépendance et impartialité des médias, des médias au niveau des standards européens. Nous ne voulons pas que ces pays soient des sources d'instabilité aux frontières de l'Union européenne où des interférences et des ingérences russes puissent nous déstabiliser, comme c'est le cas, par exemple, en Slovaquie, mais pas qu'en Slovaquie, dans d'autres pays. Donc, ils vont être avec nous ou dérivés loin de nous. Donc, l'idée, c'est de les ancrer auprès de nous et de renforcer un continent qui est déjà 440 millions de personnes pour en faire un de 500 millions de personnes qui vivent dans la démocratie et l'état de droit. Et on ne peut que leur souhaiter d'avoir des commissions parlementaires aussi plurielles, respectueuses et qui savent débattre dans la sérénité de sujets importants. Bien sûr. Voilà, c'est le premier point et c'est ça, je crois, la géopolitique et la géostabilité dont plusieurs d'entre vous ont mentionné.
à ce stade, c'est vraiment l'état de droit qui va permettre de déclencher le calendrier suivant, qui va être caractérisé par 2 étapes majeures sur lesquelles je rappelle que tous les pays ont un droit de veto à ce stade et à chaque étape, et qui est là pour la première, définir le cadre de négociation, et ensuite de lancer le processus avec une conférence intergouvernementale. Le cadre de négociation va nous permettre de préciser quelles sont les demandes en matière d'adoption des acquis dans tous les domaines de la politique économique, y compris la politique, bien évidemment, agricole, mais pas que. L'objectif étant aussi que nous ayons une convergence en matière économique et sociale et que les salaires augmentent progressivement pour rejoindre ceux de l'Union européenne, de façon à ce que nous ayons, en bon français, un level playing field. Et donc c'est comme cela qu'on arrivera, à des conditions de travail, des conditions de salaire qui soient à peu près équivalentes dans tous les pays pour avoir une concurrence qui n'est pas déloyale. Sur la PAC et la politique de cohésion, il est évident que nous allons devoir changer des choses. Et ce serait absolument pas juste de ne pas dire ça. Et c'est bien pour ça que la France a insisté tout le temps pour qu'il y ait une réforme de l'Union européenne elle-même, en même temps qu'on demandait aux candidats de se réformer. Et ce que nous voulons faire, c'est que ces politiques puissent continuer de jouer un rôle important, et notamment dans les anciens États membres et surtout ceux qui sont contributeurs, comme les nôtres. Et évidemment, dans ce cadre, le gouvernement va défendre les intérêts des agriculteurs lorsque les négociations avec les pays candidats se tiendront. Et évidemment, nous redemanderons les périodes de transition en tant que de besoin pour qu'on n'ait pas, que nos agriculteurs ne soient pas affectés. Nous l'avons fait pour l'agriculture, nous l'avons fait pour les pêcheurs, nous le faisons pour les producteurs de vin et nous continuerons de cognac, de tout ce que tous les beaux pays, tous les beaux produits que la France produit, et nous continuerons de le faire. Et c'est dans le cadre des négociations que nous pouvons inscrire ça. Donc les garanties, monsieur le député Stijdenstoel, que vous demandez, elles seront inscrites, bien évidemment, à ce moment-là. Je vais en profiter, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, monsieur Pons, pour remercier Charles pour ses mots pour Osmose. C'est vrai que ça a été une grande bataille qu'on n'a absolument pas lâché, et qu'on est, je crois, très content aujourd'hui d'avoir que la Première ministre ait pu inaugurer le bâtiment de Simone Veil le 21 novembre dernier, qui à la fois sécure le siège du Parlement européen à Strasbourg, mais qui va aussi renforcer les services qui sont à Strasbourg. Et je crois que c'est important pour l'emploi dans la région. Et pour renforcer en fait la dynamique économique de Strasbourg et ses environs. Et je vais finir par le Fonds de solidarité de l'Union européenne, qui effectivement a été créé en 2002 pour faire face aux inondations qui avaient touché l'Europe centrale la même année, qui a été aussi sollicité cet été quand la Slovénie a connu des inondations assez dramatiques. Slovénie avec laquelle nous parlons beaucoup pour effectivement préserver et réfléchir à comment adapter le soutien que l'Union européenne apporte dans l'adaptation au changement climatique et pas que dans la prévention et pas que dans l'atténuation, voilà le mot que je cherchais après. Alors, le fonds, il permet de couvrir une partie des dépenses publiques qui sont engagées, comme la remise en fonction des infrastructures, les équipements dans le domaine de l'eau, des télécommunications, des transports, la santé, l'enseignement, que vous connaissez bien. Nous avons averti la Commission que nous voulions avoir recours au FSUE. Et les services du gouvernement sont en train de travailler aux côtés des services déconcentrés pour réaliser le dossier de demande d'utilisation du FSUE le plus rapidement possible, puisque nous avons un délai de 10 semaines à partir de la survenue du premier dommage causé par la catastrophe naturelle. Évidemment, nous devons faire état de la totalité des dégâts qui ont été causés par les intempéries et dresser en fait la demande de contribution financière pour avoir une réponse de la Commission européenne.
Donc, si vous m'y autorisez, je voudrais aussi en profiter pour faire un petit appel à la mobilisation des services déconcentrés, puisque ce sont les premiers de cordée qui font remonter les dégâts constatés sur le territoire. Il faut absolument qu'ils soient mobilisés pour nous aider à débloquer l'enveloppe au titre du FSUE. Et je vous remercie d'avance. Merci beaucoup. Merci pour ce compte-rendu exhaustif et d'avoir répondu avec précision aux questions qui vous ont été posées. S'il n'y a plus d'autres demandes de prise de parole, je vous propose qu'on lève notre réunion de ce jour. On vous remercie à nouveau pour votre disponibilité et votre présence aujourd'hui. C'était important, c'était un conseil assez singulier, donc il y avait beaucoup de questions. Et je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un bon repos, et je vous souhaite de vous retrouver en forme à la rentrée. Merci beaucoup et à bientôt.